Alors, petit moment, voilà, petit cadeau qu'on reçoit au sein de notre émission ici, Soyons curieux. Eh bien, on a un invité par téléphone. Thierry, de qui s'agit-il? Eh bien oui, un petit bonus, Patrick, il s'appelle Paul Herman. Vous l'avez peut-être connu il y a quelques années à RTBF. Il était un chroniqueur assidu, je pense, vers 18 heures. Et donc, il y a une petite chronique que nous offre Paul comme un cadeau, qui s'appelle le Cube. Eh bien, on écoute. Bonjour Paul. Eh bien, bonsoir à vous. Ah, donc tu vas nous offrir une petite chronique. Je vais essayer de faire ça, en tout cas. Bonjour à tout le monde, à Christine aussi. Voilà, j'imagine que bien des choses auront déjà été dites. Je viens tard, hélas, déposer mon obol dans votre caisse de résonance. Et je suppose qu'on aura beaucoup dit déjà de l'indigence et de l'indécence. De l'indigence du propos sur les mécanismes de la pauvreté, de l'indécence qu'il y a à prétendre les résoudre par un versement à Noël sous le sapin pour les gamins. Vous aurez déjà, j'imagine, parlé du glissement de la solidarité vers la charité. Vous aurez causé du remplacement de l'État par ses citoyens. Vous aurez évoqué la fuite de la responsabilité par le bas. Vous aurez parlé de l'individualisation de la pauvreté. Vous aurez abordé la question du pauvre comme entrepreneur de lui-même et de sa famille. Vous aurez causé d'une impossible médiatisation de la pauvreté telle qu'elle est visible et non pas telle qu'elle est montrable. Vous aurez démonté le slogan même de l'aventure, cette pauvreté qui ne se voit pas, et il faut vraiment ne l'avoir jamais vue pour croire cela et pour oser l'énoncer en si gros caractère. Vous aurez même dit que oui, quand même, toutes choses n'étant pas égales, les sous que rapporte cette opération, ils sont quand même bien utiles maintenant que les subventions du social, ben voilà, on sait bien, pour les subventions du social, c'est comme pour les droits, c'est très relatif devant l'État social actif. Peut-être même que quelqu'un en aura causé de l'État social actif. L'État social actif, depuis qu'il a admis qu'il n'y avait décidément pas assez de travail pour que les précarisés soient obligés d'en trouver un, il s'est dit qu'il y avait un truc que les pauvres pouvaient quand même faire pour manifester leur bonne volonté de s'intégrer dans cette société dissociée, c'était de travailler gratuitement sous forme de bénévolat pour remplacer des tas de petits métiers que d'autres précaires exerçaient ici et là et qu'on n'aura donc plus à payer pour le faire puisqu'il y aura des gens qui le feront gratuitement pour toucher leurs allocations. L'État social actif, il est malin. Il sait comment stimuler la concurrence entre les plus fragiles et il sait qu'il pourra toujours compter sur des idiots utiles, c'est-à-dire les mêmes précaires, les mêmes fragiles, les nous autres, les presque nous autres, pour pallier ses manques et ses inconséquences. Il sait bien, l'État social actif, que les gens vont chercher leur salut chez ceux qui les tuent. Un pauvre ne rassure pas d'être pauvre. Un riche, oui. C'est comme ça que cette opération fonctionne. S'il n'y avait pas les pauvres pour aider les pauvres, ce cube tournerait carré. Pour le dire autrement, si on attendait que les riches versent des sous, les trois clowns dans le cube pourraient dormir encore longtemps sur leurs triples oreilles et je nomme pas cher de leur anorexie. Et c'est pas le spectacle très écœurant d'échecs apportés par des banques ou des ministres qui changera la donne. C'est l'obol que le puissant verse par reconnaissance de la sueur dépensée. Celle qui fait que le pauvre sent le pauvre, car si le pauvre se voit, il se sent aussi. Le pauvre, il sent la peur de rester pauvre. Il y a 10 ans, on me demandait un travail. Il y a 5 ans, on me demandait un logement. Aujourd'hui, on me demande à manger. Et demain, on va me demander quoi? C'est un travailleur social qui me disait ça l'autre fois et je lui ai répondu, je pense bien qu'on te demandera comment tu as perdu ton emploi. Et maintenant, je pourrais presque lui préciser que ça serait peut-être bien à cause d'une opération comme celle-ci qu'il perdra son travail. Car à quoi ça sert des gens qui ne peuvent plus trouver d'emploi pour les gens, qui ne peuvent plus trouver de logement, qui ne peuvent presque plus trouver de colis d'aide alimentaire, alors qu'un peu d'imagination, les amis. 3 jours enfermés dans un cube et le tour est joué. Et à l'année prochaine, la pauvreté infantile. D'ici là, couvre-toi bien, la pauvreté infantile. Nous reviendrons sur cette place ou sur une autre. Nous voyageons de ville en ville, un jour ici, un jour ailleurs. La route est notre domicile. Car tu vois, c'est l'imagination qui manque au secteur social. Un SDF à la rue, ça n'intéresse personne. Un SDF qui devient PDG d'une start-up, ça les gars, ça c'est de la story, c'est de la success story, c'est de la story feel good, un truc super à Noël. Et tu vas voir en passer des tonnes d'histoires comme ça dans les jours qui viennent qui prouvent que oui, le social, c'est surtout une affaire d'imagination, pas de subvention. Même le service public a compris ça. Alors tu vois à combien d'années-lumière il se balade, ton travailleur social, qui se demande ce qu'on va lui demander demain et à quoi il va devoir répondre qu'il n'a pas de réponse. Le service public, heureusement qu'il compte dans ses rangs des gens pleins d'idées et de pragmatisme. Francis Goffin, l'homme aux 397 000 € de salaire brut annuel, le directeur des radios de la RTBF, organe de service public, est le père de cette opération Viva for Life. La chose dont il est le plus fier, dit-on, depuis sa prise de fonction. Le cube, c'est son bâton de maréchal, si on ose dire. Mais on ne parle pas des absents. Mais c'est un bâton de maréchal merdeux. Pardon, j'avais promis qu'on ne parlerait plus des absents. Un bâton merdeux. Vous le prenez d'un côté, vous vous en mettez plein les mains. Vous le prenez de l'autre, vous vous en mettez plein les mains également.
Francis Goffin a expliqué l'autre fois dans le soir le pourquoi du comment de ce cube qui est là pour faire des ronds. Il dit à peu près ceci, j'ai pas les mots sous les yeux, mais je cite honnêtement, à 2 ça aurait été trop compliqué, à 4 trop facile, à 3 je voulais les mettre dans des conditions de stress équivalentes à celles que vivent les enfants pauvres. On comprend pas très bien le lien qu'il y a entre être 3 et vivre le stress des enfants pauvres, qui ne sont quand même pas que 3, mais c'est ainsi, c'est dit ainsi. Et c'est effectivement à l'image de ce que nous vivons à chaque seconde de notre temps médiatique désormais. Les conséquences sont déliées des causes. Les causes ne nous intéressent pas. Seules les conséquences sont belles. ASDF à la rue, ça intéresse personne. ASDF qui devient PDG d'une start-up, ça, les gars, c'est de la story. Et même de la success story, etc., etc. Si j'étais démagogue, mais je le suis pas. Si j'étais journaliste, mais je le suis plus. Je pourrais dire que le salaire brut annuel de l'initiateur de cette opération représente un peu plus du 10e de la somme récoltée l'an dernier par le Cube. 3 450 000 euros récoltés l'an dernier pour 397 000 euros de salaire brut. Mais établir cette comparaison, j'en conviens, serait considéré comme une attaque indigne et malhonnête, car chez une personne, et surtout en ces périodes de Noël, ce qu'il convient de souligner, c'est pas la fortune, mais la générosité. Et il est effectivement très généreux de penser aux pauvres quand on est plus riche qu'eux, surtout quand on travaille dans le service public, et qu'on aide par là même le service public à comprendre enfin que là aussi les subventions, c'est un peu du passé, un peu de bénévolat, un peu de privation, un peu de privatisation, un peu de bonne volonté et surtout beaucoup d'imagination. Voilà ce qu'il faut au service public. Cette opération qui dit que la réponse à la pauvreté, c'est la charité, dit beaucoup en effet de ce que le service public pense de ses missions et de son avenir. Ce cynisme-là passera Noël et aura 1 an de plus l'année prochaine, comme aurait dit Johnny. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez parlé de ça aussi, alors je l'ai fait des fois que vous auriez oublié. Je voudrais terminer avec ceci qui est autre chose, mais la même chose, les amis, car de ça, je suis certain que vous n'avez pas causé. Hier, dans mon quartier, c'était tellement le matin qu'il faisait encore noir, on a coupé les arbres de la place. C'était une petite place, avec quelques bancs et des arbres bien pratiques, pour procurer un peu d'intimité aux gens qui venaient là, des sans-abri par exemple. Les gens du quartier se battaient pour ces arbres et pour la vie qu'il y a autour, sur les bancs, dans les cafés, dans les petits bistrots populaires, parce qu'ils voyaient bien que ce qui se bâtit pour l'instant dans les environs, c'est des appartements qui se vendent en disant d'eux-mêmes qu'ils sont exclusifs et inclusifs, et qu'ils sont construits un peu plus de 300, pas dans les prix de personnes du coin. Alors, couper des arbres, virer des cafés populaires, c'est la même chose que ce dont vous parlez. C'est de la pauvreté qu'il s'agit, c'est de comment on la fabrique, c'est de comment on la génère, et j'espère bien que personne n'aura l'idée de venir sur ma petite place avec un cube pour payer 3 feuilles à un platane. Allez, que tout ça ne nous abatte pas les amis, et comme on dit chez moi, un bon restant. Tout grand merci Paul Herman pour cette magnifique chronique.